On s'appelle énergie soins perception. On utilise notre perception extrasensorielle pour appréhender le monde de l'invisible, euh, essayer de récupérer les capacités oubliées de l'homme, pour simplement retrouver notre complétude. Voilà, nous ne sommes pas qu'un être physique, nous sommes un être avec des corps invisibles et tous ces corps ont accès à des mondes subtils différents. Et donc aujourd'hui, c'est l'astral. Voilà, et du coup, dans notre présentation, quand même, il faut qu'on dise que l'on forme aussi les gens à faire la même chose que nous. Mais vous voyez, dans l'utilisation des perceptions extrasensorielles, on a une approche assez... c'est pour notre évolution personnelle, c'est pas pour l'acquisition de pouvoirs fabuleux, c'est avant tout pour pouvoir vivre de manière plus heureuse dans sa vie quotidienne. Et ce qu'a dit Tiffaine sur le fait de se sentir plus complet. C'est aussi pour pouvoir aider les gens. Dans nos stagiaires, il y en a beaucoup qui se tournent vers le soin. Et nos formations sont quand même pas mal tournées vers l'aide à l'autre, afin d'utiliser ces perceptions pour une belle cause. Alors, l'astral, on se lance. Allez, c'est parti. Donc, je fais un petit résumé assez rapide. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a d'autres vidéos qu'on a faites, notamment on a fait une sur la cartographie de l'invisible, qui présente vraiment les différents plans en rapport avec les différents corps. Donc, juste pour rappel, on a différentes enveloppes invisibles. On a bien sûr le corps physique qui est visible, mais après, il y a le corps éthérique, ou qu'on appelle aussi corps de la vitalité. On va avoir le corps astral, qu'on appelle aussi corps des désirs ou corps émotionnel. On va avoir le corps mental, qu'on peut appeler aussi corps de pensée. Et après, on va avoir les corps spirituels, dont le corps causal, qui est le premier d'entre eux, qu'on appelle corps des causes, parce qu'il est en lien avec le karma aussi. Voilà, pour résumer simplement. Et tous ces corps, en fait, vous donnent accès à différentes couches subtiles, différentes couches de l'invisible. On va dire que ça marche par fréquence. Selon la fréquence sur laquelle vous mettez, dans quel corps vous habitez, eh bien, vous mettez en résonance avec une couche de l'invisible, un plan de conscience, une strate de la Terre, on va dire. Ça peut aller beaucoup plus loin que la Terre, bien sûr. Mais ça commence par la Terre. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, on va s'occuper de l'astral, c'est-à-dire du corps émotionnel. Alors, ça ne va pas tellement être notre corps, là, dont on va parler, mais surtout le plan émotionnel qu'on peut trouver autour de la Terre, c'est-à-dire qui va être très influencé par l'ensemble de nos émotions, de tous les êtres qui habitent sur Terre, qu'ils soient humains ou animaux. À partir du moment où quelque chose de vivant a un corps émotionnel, il contribue à nourrir le plan astral. Voilà. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de ce qu'on trouve, ce qu'on peut percevoir sur le plan astral, mais en termes de conscience, c'est-à-dire d'êtres qui habitent le plan astral. On va voir qu'il est beaucoup plus peuplé que le monde physique. Pour vous donner vraiment une image, imaginez le métro parisien à heure de pointe. Vous voyez ? Voilà. Il y a beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Je dirais l'avantage qu'on ait, c'est que même si on se fait percuter, on ne ressent pas vraiment l'impact. Donc, on peut se traverser les uns les autres. Mais il y a vraiment beaucoup de monde sur ce plan. Voilà, si vous trouvez qu'il y a une surpopulation sur Terre, eh ben, n'allez pas voir dans l'invisible. Alors, le plan astral, il a plusieurs particularités. Donc, on vient de souligner le fait que ce soit vraiment le plan qui résonne avec les émotions, avec nos émotions qui se manifestent dans l'astral. Et nous, on peut entrer en résonance avec les émotions qui se trouvent dans l'astral aussi. Donc, notre humeur a beaucoup d'importance. Mais il y a une chose importante dans l'astral aussi. Vous savez, c'est le plan dans lequel on parle souvent des couleurs chatoyantes, merveilleuses. Quand on voit l'aura de quelqu'un, si ça vous est arrivé déjà d'observer une aura, bien, les couleurs sont très, très belles. Et il y a autre chose aussi dans ce plan qui est important à signaler, c'est la grande
malléabilité de ce plan, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé comme sur Terre, mais tout est modelable à volonté. Donc, il y a des choses qui sont assez statiques, mais il y en a d'autres qui peuvent être modelées de manière instantanée. On peut créer un paysage dans l'astral de manière instantanée. Voilà, ça fait partie des particularités de ce plan. Et en même temps, toute la résonance de la Terre, enfin la Terre a une résonance sur le plan astral, donc on va dire que vous pouvez percevoir quasiment la contrepartie astrale de tout ce qui est vivant sur Terre, quoi. D'accord, donc c'est-à-dire aussi que c'est quand même un lieu qui est géographiquement possible de situer, c'est-à-dire que il entoure la Terre, on va dire qu'il est plus grand que la Terre, mais il est en correspondance avec tout ce qui est matériel sur Terre, c'est-à-dire que vous pourriez aller voir la correspondance dans l'astral d'un arbre que vous êtes en train de regarder, voilà, comme vous verriez son aura. Et du coup, ça peut être la correspondance d'une ville, d'un paysage, voilà. Donc c'est un lieu géographique, on peut se déplacer dans l'astral, on verra tout à l'heure, c'est intéressant. Voilà, donc c'est quelques caractéristiques de l'astral. Voilà, je vous invite à vous renseigner davantage sur nos autres vidéos. On va commencer. Ouais, moi j'aurais bien quand même brièvement parlé de la structure de l'astral. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un plan où des fois on est un petit peu confus, un petit peu perdu parce qu'on se dit ok, on peut voir l'énergie d'un arbre, par exemple, on peut voir son corps astral avec ses couleurs, mais on peut aussi voir des manifestations qui n'ont rien à voir avec la Terre dans l'astral. Et en fait, il y a des traditions qui parlent, vous savez, d'un monde d'en haut, d'un monde du milieu, d'un monde d'en bas. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire coller avec l'astral, avec un monde du milieu qui est vraiment en lien avec la planète Terre, avec tout ce qui est matériel sur Terre et dont on ressent l'influence et qu'on influence nous-mêmes, avec un monde d'en haut dans l'astral qui serait l'astral supérieur où on va trouver de très belles choses, de très belles présences, de très belles énergies, et un monde d'en bas qui correspondrait à l'astral inférieur, où là, au contraire, vont traîner un petit peu tout ce qui va être beaucoup moins agréable, tout ce qui va être en résonance avec nos émotions les plus négatives, on va dire. Alors, pourquoi on fait cette conférence aussi sur le plan astral? On a plusieurs raisons de les faire spirituelles, en dehors des connaissances intellectuelles qu'on va transmettre, de nos expériences ou de notre perception de ce monde astral. En fait, il se trouve que c'est un plan qui est assez accessible parce qu'il est très proche de l'être humain. Et en définitive, il y a beaucoup de gens qui vivent au moins une fois dans leur vie une expérience avec le plan astral. Et parfois, ils vont avoir même très peur de ce qui leur arrive quand ça vient un peu par hasard. Voilà, on peut percevoir des êtres assez facilement. On verra tout à l'heure quel genre, mais ça peut être très bien des fantômes, ça peut être des personnes qui viennent nous dire bonjour, voilà, ou qui viennent nous faire peur. Enfin voilà, le monde astral est très peuplé et rentre beaucoup en interaction avec les humains. Et des fois, on va se bloquer, on va fermer toutes nos perceptions parce qu'on a eu une rencontre un peu bizarre dans l'astral. Et le but pour nous, c'est d'expliciter les choses pour que vous compreniez et que vous n'ayez plus peur et que vous acceptiez de réouvrir vos perceptions, parce qu'ouvrir ses perceptions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même être un être humain complet. Sans vos perceptions, c'est comme si vous fermiez votre sixième sens, votre intuition, vous êtes tellement moins. C'est tellement dommage par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Bah, disons qu'on est venu sur Terre avec ces capacités-là, c'est pas pour rien. Donc, il faut les utiliser. Donc, c'est aussi une très belle façon pour rentrer facilement en interaction avec l'invisible, puisque, comme je vous disais, c'est un plan très proche de la Terre. Maintenant, il a ses limites, il a ses dangers. C'est ce qu'on verra aussi aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on est prévenu, eh ben, on sait comment naviguer dans l'astral. On verra aussi un petit rappel sur comment naviguer dans l'astral en toute sécurité. Comme ça, si ça vous arrivait, ben, vous ne seriez pas démunis. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Vous rendre compte surtout que l'astral, c'est loin d'être le tout.
Mm. Ce qui est dommage, c'est quand des personnes ont touché l'astral et ont l'impression d'avoir tout vu, d'avoir tout vécu, ou quand certaines traditions s'arrêtent au monde astral et ne vont pas plus loin. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a une très grosse différence quand même entre le plan astral et le plan spirituel. D'accord. Donc, c'est pas parce que vous avez eu un aperçu du plan astral que vous êtes dans le spirituel. Il y a un peu un amalgame qui a été fait, comme si tout ce qu'on touche dans l'invisible, c'est forcément de l'astral. C'est le plan qui est tellement populaire, entre guillemets, tellement connu, que les gens ont l'impression que dès qu'ils perçoivent quelque chose dans l'invisible, c'est de l'astral. Non, pas forcément. Vous pouvez être sur d'autres plans. Vous pouvez très bien être sur du simple éthérique avec un toucher énergétique. Mais en général, ça, on se rend compte de la différence. Et vous pouvez être dans un plan spirituel. Vous pouvez être dans un plan mental, enfin tous les plans qu'on a énumérés tout à l'heure. Donc ça, c'est important aussi de ne pas vous arrêter à l'astral, même si vous en vivez des belles expériences. C'est bien, l'astral, c'est super. Il y a plein de choses à faire. L'astral a son utilité, mais c'est pas le tout non plus. Hein. Très bien. Donc, juste, on parlait de la structure de l'astral. Sachez quand même que, voilà, Nicolas en parlait un peu tout à l'heure, il y a ce que certains appellent le bas astral, ou qu'on peut appeler aussi l'astral inférieur, ou le haut astral, astral supérieur. Voilà, il y a plein de dénominations différentes pour dire la même chose. C'est-à-dire que, comme vos émotions, on a dit que c'était le plan de l'émotionnel. Vous êtes d'accord que vous pouvez avoir une émotion très positive, par exemple être très heureux, très joyeux, très plein d'amour, plein de gratitude, ou vous pouvez avoir une émotion dite négative qui va vous mettre par exemple en colère, qui peut vous rendre méchant, envieux, voilà, en tout cas des émotions qu'on n'aime pas beaucoup ressentir. Et en fait, elles sont très très différentes au niveau fréquence. C'est comme si vous chantiez des notes de musique différentes. Et ces notes de musique que vous chantez, elles vont vous amener en relation avec le plan qui lui correspond. Donc, ça veut dire que si j'ai des pensées très négatives, ce n'est pas forcément de la méchanceté, ça peut être juste de la fatigue, de la déprime, de la tristesse, eh bien, je vais me retrouver quand j'ouvre mes perceptions, et il y en a qui les ouvrent sans même s'en rendre compte, puisque si on a dit c'est un pouvoir naturel de l'homme, les perceptions, c'est simplement une extension de nos perceptions physiques, eh bien, je me retrouve dans le plan qui correspond à l'émotion que j'aimais. D'accord, donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est comme une radio, comme les radios à l'ancienne, là où on cherchait les fréquences, on tournait la molette pour chercher les fréquences. Et selon la fréquence, on ne voit pas du tout les mêmes choses, on ne capte pas du tout les mêmes choses. Donc, globalement, quand vous allez avoir des émotions négatives, vous allez vous retrouver sur ce qu'on appelle l'astral inférieur, et des émotions positives, vous allez vous retrouver sur l'astral supérieur. Donc ça, une fois que c'est posé, c'est clair. Les êtres que vous allez rencontrer sur ces différentes strates correspondent totalement à la fréquence qui leur plaît. Donc, ça veut dire que sur l'astral supérieur, vous allez trouver des êtres bien intentionnés qui vont avoir envie de vous aider, qui n'auront peut-être pas une connaissance omnisciente, mais qui auront en tout cas sûrement des choses à vous apporter. Et quand vous allez être sur des plans de fréquence plus bas, vous allez avoir des êtres mal intentionnés qui vont rechercher une prise de pouvoir sur vous, qui vont rechercher... ça dépend, ils peuvent rechercher ils sont comme les êtres humains. En fait, quand on est dans l'astral, on se retrouve avec des émotions très humaines. D'accord ? Quand vous rencontrez quelqu'un, il peut être sympathique et vous montrer le bon chemin, comme il peut s'amuser de vous et vous amener complètement à l'opposé de là où vous voulez aller, ou vous mentir, ou vous arnaquer, etc. Donc, c'est exactement la même chose sur l'astral. L'astral est démystifié. Oui, et n'ayez pas peur de l'astral, c'est moins dangereux que le monde physique. Oui, il n'y a personne qui peut vous assassiner d'un coup de couteau dans l'astral et que vous mouriez. Si vous ne me croyez pas, regardez vos cauchemars. Vos cauchemars se déroulent sur l'astral. D'accord, c'est l'astral inférieur. On a tous été tués dans l'astral ou des choses pas très belles. Et si c'est très désagréable, quand on se réveille, tout est fini. Donc, l'influence qu'ils peuvent avoir n'est que sur le corps astral, et l'influence du corps astral sur le corps physique est réelle, mais quand même limitée. Donc, et le corps astral, comme il correspond, c'est le corps des émotions, bien voilà, s'il doit y avoir une influence sur vous, ça va passer par une émotion. Et une émotion, on a le temps de réagir face à une émotion.
Tout à fait. Par exemple, on peut se rendre compte dans la maladie, les émotions peuvent tuer, hein, mais c'est des émotions qu'on garde pendant des années et on perdure dans cette émotion. D'accord? C'est pas le fait d'avoir eu peur pendant quelques jours qui va vous rendre malade. Ok, bah c'est la même chose. Donc, il n'y a pas non plus à s'inquiéter outre mesure de l'astral. Et une fois qu'on est bien informé, c'est très intéressant d'aller par là-bas. Donc, on en vient au vif du sujet quand même, parce que ça fait 17 minutes qu'on a commencé et on n'a pas abordé les personnes qu'on peut rencontrer dans l'astral. Donc, n'hésitez pas, il y a déjà des petites questions. Comme demande Nathalie, qui peut-on rencontrer dans l'astral? On y vient, on arrive. On va le dire, les corps astraux des êtres humains vivants ou des défunts, ainsi que des animaux et des végétaux. Voilà, c'est très intéressant. On va commencer à t'expliquer, à vous expliquer tout ce qu'on peut rencontrer, et puis on verra après si on a fait le tour de ta question. Donc, je parlais des rêves tout à l'heure. On va peut-être pas commencer par ça, remarque. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus adéquat. Globalement, on va rencontrer des êtres qui sont absolument tout le temps dans l'astral, parce qu'on va dire qu'il y a des êtres qui sont en transition dans l'astral, c'est-à-dire que ce n'est pas leur lieu d'habitat, mais ils viennent en visite. Et puis, il y a des êtres qui vraiment y résident. C'est comme nous, on a tendance quand même à résider dans la matière, et bien, il y a des êtres qui, leur lieu de résidence est dans l'astral. Donc, on a notamment tous les êtres de la nature. Oui. Qui vont vivifier la nature, s'occuper de vos fleurs, de vos plantes, des bosquets, des rivières, des lacs, de tout ce que vous voulez. Notamment aussi, il y a les élémentaux qui ont une grosse présence dans l'éthérique, mais qui sont aussi présents un petit peu dans l'astral, légèrement. Donc ça, voilà, ça, on va peut-être pas en parler trop aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. On fera peut-être la prochaine fois une émission spéciale sur les êtres de la nature, sauf si vraiment on a le temps, mais je pense pas qu'on aura le temps ce soir. Mais en gros, toutes les personnes de la mythologie, la mythologie, en tout cas, des contes. Voilà, en fait, c'est plus large que les êtres de la nature. Eux, c'est vraiment leur lieu de vie de prédilection. Mais effectivement, on va retrouver tous les animaux un petit peu fantastiques, tous ceux qui ont traversé les contes, les mythes, les légendes. Donc, oui, on les retrouve tous. Hein. Les sirènes, les lutins, les nains, voilà, tout cela, ils y sont tous. Visiblement, les anciens avaient vu leur présence et les ont notés dans les contes. Mais en fait, on est étonné de percevoir à quel point ils ressemblent aux descriptions qui sont faites dans ces légendes. À l'époque, il y avait plus d'interaction avec les mondes subtils. On a tendance à vous présenter les plans sous forme de couches. Hein. Vous pouvez aussi les voir sous forme de voiles parallèles aussi. Ça fonctionne. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient beaucoup plus de liens entre eux, en fait. Hein. Ils avaient vraiment tendance à communiquer entre eux beaucoup plus facilement qu'à l'heure actuelle. On a un peu perdu ça, d'ailleurs. Alors, il est possible que ça soit lié au fait qu'on passe moins de temps dans la nature, mais il semblerait qu'il n'y ait pas que ça. Non, c'est vrai que ça joue quand même. Hein. A priori, lors de la chasse aux sorcières, en tout cas en Europe, qui a eu lieu avec l'Inquisition, etc., il y a une coupure qui s'est faite avec ce monde-là. En tout cas, voilà, moi, c'est les informations que j'ai perçues. On peut se tromper, mais si vous avez des informations là-dessus que vous avez reçues, ça nous intéresse aussi. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Comme si la distance était devenue plus grande comme s'il y avait ou le voile plus épais, plutôt, ce serait plus juste. Oui, plutôt. En tout cas, on parle justement des êtres issus des mythes, légendes, du folklore. Et je crois qu'on en a déjà parlé dans une autre émission, mais l'astral, il est aussi situé géographiquement. C'est-à-dire que les présences qu'on va rencontrer en France ne sont pas les mêmes que celles qu'on va rencontrer en Thaïlande, par exemple. Vous voyez, ils vont peut-être avoir les mêmes fonctions, mais l'image, l'apparence sera différente. Donc ça, on l'a expérimenté. Hein. On a vu, en Asie notamment, des personnages qui avaient c'est toi qui les as vus surtout,
qui avaient comme des masques qui n'avaient aucun sens pour moi, puisque dans notre folklore européen, on n'a pas forcément ce type de présence. Et ces masques ressemblaient à ceux qu'on peut voir, des masques peints qu'on peut voir en Asie, un peu partout. Ça me fait penser comme au dragon aussi. Le dragon, souvent, on va le voir en Asie. Ouais, oui, c'est vrai, on voyait beaucoup de dragons là-bas. Et ça me fait penser aux masques dans les mangas japonais. Non, mais j'allais dire dans le théâtre. Ah oui, c'est vrai, dans le théâtre aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que moi, ce qui me venait, c'était, je pensais à l'Islande, enfin des endroits où on perçoit, où ils voient tous des êtres de la nature, comme si le voile était peut-être plus fin à certains endroits. Alors, ou ça, ou alors ils ont maintenu en fait cette communication avec ce royaume-là et ils continuent à vivre avec, à entretenir en fait cette communication. Nous, il y a un moment, en fait, on nous disait que c'était dans nos têtes ou que c'était complètement irréaliste et irréel. Donc, la rationalité a pris le pas sur le monde du rêve. Et à un moment, à force de vouloir tout toucher, tout analyser, et ben, il y a des choses qu'on perçoit dans le flou et qu'on ne croit plus réelles finalement, tout simplement. Ok, donc les êtres de la nature, on n'en parlera pas plus, sauf si on a le temps, mais voilà. C'est la population la plus connue. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, ça nous motivera à faire une conférence exprès dessus. Voilà. Sinon, on passera peut-être à autre chose. On rencontre d'autres personnes. Oui, tu veux dire quelque chose ? On parle des gens de passage ? Voilà, donc tout à fait, les gens de passage. Alors, il n'y a pas que, cela dit, il y a d'autres personnes qui résident dans l'astral que les êtres de la nature. Tout à fait. Par exemple, vous pouvez trouver... C'est bien, c'est construit, ce qu'on raconte. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on passe du coq à l'âne. Pas du tout, pas du tout. On essaye de faire d'abord les résidents et puis après les temporaires, mais c'est pas évident. Non, le problème, c'est que c'est très diversifié ce qu'on peut trouver. Par exemple, moi, j'étais en contact avec je pensais à Winter, un défunt. Un druide. Un druide, voilà. Je cherchais, j'allais dire un moine, mais c'était plus un druide. Il était défunt, d'accord. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont être décédées et qui vont choisir sciemment d'habiter l'astral pour aider les êtres humains, qui vont transmettre des messages de l'astral, parce qu'ils savent que de l'astral, pour l'être humain, c'est plus facile d'aller à ce niveau-là. C'est quand même une fréquence, une demi-fréquence au-dessus du physique, c'est pas très loin. L'astral, c'est quand même très accessible. Donc, il y a des êtres qui sont là pour vraiment nous aider, nous guider et qui sont dans l'astral. Donc, ceux-là, ils vont avoir un lieu de résidence permanent ou semi-permanent, c'est-à-dire pendant un certain temps, ils vont se sacrifier un petit peu pas leur vie, mais bon, en tout cas, ils vont se mettre au service des êtres humains et résider dans l'astral. Mais du coup, ça nous fait rebondir sur les défunts. Attends, en tout cas, ils ont un avantage par rapport, par exemple, à un guide, un ange que vous connecteriez sur un plan spirituel, c'est qu'ils sont extrêmement pratiques. Voilà, si vous voulez des conseils pratiques, eh bien, c'est très, très intéressant de rencontrer un guide qui se situe sur le plan astral, parce qu'il part comment dire, sa référence, c'est la vie sur Terre. Donc, il connaît toutes les problématiques, les enjeux, ce qui nous intéresse, et il va nous parler peut-être avec beaucoup de sagesse, mais en tout cas, ça sera toujours en rapport avec notre vie terrestre. Alors que si vous vous reliez à même une divinité qui sera sur le plan mental, eh bien, ça va être déjà un petit peu moins concret. Vous voyez, donc là, en l'occurrence, tu parlais de Winter, c'était un druide. Vous voyez, un druide, c'est hyper sympa de rencontrer un guide dans l'invisible qui a été druide. Il a plein de conseils pratiques à nous donner. Ouais. Voilà, il ne va pas simplement nous dire tout va bien, on est dans l'amour. Je caricature, mais... mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand on est sur les plans plus élevés spirituels, il y a plus de questions se posent, on est pris dans une espèce de béatitude, une espèce d'amour inconditionnel où finalement on n'arrive même plus à poser nos questions aux êtres spirituels qui s'y trouvent parce que ça n'a déjà plus d'importance pour nous. Alors que l'astral, c'est vrai que c'est un endroit où on peut avoir des réponses beaucoup plus pragmatiques. Ouais.
Voilà, donc vous allez trouver des êtres comme ça. Donc, c'est des personnes assez souvent décédées dans ce cas-là, parce que finalement, elles ont une fréquence assez dense, suffisamment dense. Elles sont attachées au plan de l'humain. Elles savent que l'humanité, c'est pas facile, qu'on a besoin d'être guidé, et donc ils vont rester là pour nous donner leurs conseils. Après, on n'a pas que des gens comme ça, on a aussi des personnes décédées qui sont un peu en transition. C'est-à-dire qu'elles sont décédées, parfois elles ne savent pas qu'elles sont décédées, parfois elles le savent, des fois elles stagnent un petit peu sur ce plan-là pour être proches des humains qui restent, qui sont encore vivants, qui sont leurs proches, et c'est pour eux le meilleur moyen de communiquer avec eux, puisque, comme on vous disait, pour l'être humain incarné, l'astral est quand même assez accessible. Il y en a d'autres qui sont, je disais, qui ne savent pas forcément qu'ils sont décédés et qui vont rejouer un petit peu les mêmes scénettes que de leur vivant, parce que comme ils ne savent pas qu'ils sont décédés, ils vont aller au travail tous les jours, ou ils vont faire le ménage chez eux, ou ils vont continuer à habiter les lieux qu'ils habitaient, qu'ils fréquentaient de leur vivant, et qui vont sûrement essayer d'entrer en contact, essayer d'interagir avec les personnes, leurs proches qui sont toujours vivants, parce que ils se croient vivants, tout simplement. Donc, ceux-là, il y en a quand même un bon paquet. Là, ce sont les fantômes. Hein. Si vous n'aviez pas fait le lien. Donc, on a d'un côté les défunts qui savent qu'ils sont décédés, qui choisissent de passer un certain temps dans ce plan avant de monter pour pouvoir rester au contact de leurs proches. Mais voilà, le pendant, c'est ceux qui n'ont pas conscience d'être morts, donc les fantômes. Oui, vous avez alors, et puis il y a la dernière, on va dire, si on peut mettre les gens dans des cases, c'est jamais agréable, ni vivant ni mort, mais bon, on est bien un peu obligé pour vous expliquer les choses. Il y a aussi ceux qui sont aussi décédés, qui savent ou pas qu'ils sont décédés, en général ils ne le savent pas, et qui vont vraiment hanter, c'est ce qu'on va appeler les maisons hantées, voilà, ça va être des fantômes. J'aime pas trop le terme fantôme, parce que le fantôme, c'est quand même des êtres, enfin, c'est pas une brume qui passe, hein. Ça peut être perçu comme ça, mais un fantôme, c'est quand même un être qui a été incarné, qui a toujours une conscience, c'est comme vous et moi, sans corps physique, voilà. Et sauf que la personne, ne sachant pas qu'elle est décédée, reste sur Terre, voilà, dans l'astral, sans chercher la lumière pour monter plus haut, parce que tout simplement, elle ne pense pas qu'elle est décédée. Et ce qui se passe, c'est que si la personne ne sait pas qu'elle est décédée, puis que vous êtes les nouveaux propriétaires de sa maison et que vous venez vous installer chez elle, elle ne comprend pas qu'il y a des étrangers qui s'installent chez elle. Donc, c'est là où la personne le fantôme, entre guillemets, va commencer à essayer de faire partir les étrangers. Donc, on va dire c'est une maison hantée, mais en fait, eux, ils veulent juste être tranquilles chez eux. Donc ça, c'est la version la plus noire, on va dire, d'une personne décédée, de sa contrepartie dans l'astral. Ok, pour les personnes décédées, c'est bon. Alors, ils ne sont pas condamnés à rester là ad vitam aeternam, hein. Souvent, à bout d'un moment, ils font une compréhension et puis ils vont monter plus haut, et ils vont s'élever, ils vont sortir de l'astral pour passer sur des plans spirituels. Ok, mais c'est vrai que toutes les personnes un peu médiums qui peuvent les aider à monter, sont les bienvenus, parce qu'il y en a quand même beaucoup de bloqués. Justement, il y a une question de Nathalie qui nous dit « Je perçois des présences qui me frôlent. Est-ce pour passer ?» Alors, ça peut être pour deux raisons. Effectivement, j'en profite pour rebondir sur ce que disait Tiffany. Ça peut être simplement parce que tu as une capacité pour les ressentir et du coup, elles se manifestent à toi volontairement ou non. En tout cas, tu sais qu'autour de toi, il y a des présences, et ça peut être aussi parce que tu as quelque chose à faire avec ces présences-là. Peut-être, effectivement, comme disait Tiffany, les amener à un stade supérieur, et dans ces cas-là, si tu es au courant de ça, ce serait bien de pouvoir les aider à contacter un être plus lumineux pour les amener plus haut dans la lumière. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. Désolée. Être qui est déjà dans l'invisible. On ne dit pas que toi, tu n'es pas lumineuse et que tu ne peux pas le faire. Non, au contraire. Bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Si vous avez... Alors nous, on propose en stage, tout le monde
n'y arrive pas, il semble que soit on a une affinité pour ça, soit on n'en a pas. C'est-à-dire que soit on se dit, oh là là, moi, le plan des décédés, ça m'amuse pas du tout, j'ai pas du tout envie d'aller voir ça. Et du coup, quand on fait les stages, il y a un bon tiers de personnes qui se ferment complètement et qui perdent quelques heures de leur journée. Et puis, il y a d'autres personnes c'est une révélation, elles sentent que, voilà, elles sentent tout ça et qu'elles peuvent enfin agir et faire quelque chose. Et voilà, c'est des très belles missions de vie aussi. Il y en a quand même beaucoup, sur les personnes qui perçoivent l'invisible, il y en a beaucoup qui sont destinées à faire ça au moins de temps en temps. Donc, si tu les ressens, soit c'est un proche qui cherche à communiquer avec toi, soit c'est un défunt qui en fait, qui perçoit ta lumière ou qui perçoit ta capacité à le ressentir et qui, du coup, va... alors, soit il vient pour te demander de l'aide pour l'aider à monter plus haut, soit ça peut être aussi pour transmettre des messages. En tout cas, accompagne ces êtres qui viennent te voir, écoute-les. Et effectivement, ensuite, soit tu sais déjà faire par toi-même pour les aider à monter, soit autrement, comme disait Laureline, tu peux demander à un être plus lumineux, faire l'intercesseur, tu sais, appeler par exemple un archange et ressentir sa présence et les mettre en contact pour qu'il l'aide à monter. Voilà. Oui, parce que les archanges ont du mal à descendre dans l'astral si la personne est trop basse, si elle est dans le bas astral notamment, enfin astral inférieur. L'archange ne va pas pouvoir descendre sa fréquence jusqu'à un niveau aussi bas. Donc, nous, êtres humains, on est assez bons pour faire ce chaînon manquant. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, c'est une question... Ah, mais je me le suis demandé toute mon enfance. Pourquoi il y a des gens qui restent bloqués une fois qu'ils sont décédés? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient du plan de l'entre-deux-vie et puis qui descend les chercher, qui les remonte? C'est vrai, on peut se poser la question, mais tu viens de donner la réponse. C'est que j'ai longtemps cherché. C'est que pour se relier à un être lumineux ou un être issu d'un autre plan plus élevé, eh bien, il faut faire une partie du chemin. Donc, si la personne qui est perdue dans l'astral, qui ne sait pas qu'il y a autre chose au-dessus, elle ne va pas faire cette partie du chemin-là. C'est ce qu'on vous a expliqué au début en vous parlant d'histoire de fréquence. Voilà, c'est comme si un archange, même un ange, a une lumière tellement magnifique que quelque part, il ne peut pas réduire sa fréquence aussi basse que pour aller à la rencontre de quelqu'un qui est en profonde dépression ou qui est totalement apeuré de s'être retrouvé sur un plan qu'elle ne connaît pas. D'accord, la fréquence est trop dissonante par rapport à celle de l'ange. Il n'arrive pas, en fait. Donc, il faut soit que la personne, à un moment, trouve une sérénité et finalement fait monter sa fréquence vibratoire. Et là, elle va commencer à percevoir les mondes d'en haut. Elle va commencer à percevoir les guides spirituels qui seront là, les anges, les archanges. Soit il faut qu'un être humain, incarné ou désincarné d'ailleurs, aide cette âme à faire ce lien. Ça va plus vite, ça lui permet de gagner un petit peu en temps. Bon, même si le temps n'a pas de réalité, mais un petit peu quand même. En tout cas, ça peut expliquer pourquoi tu ressens aussi facilement ces flous. Alors, pour répondre un peu plus particulièrement, moi, je sentais que la première étape, vraiment, c'était comme pour t'amener à prendre conscience de ces mondes invisibles, de tes perceptions, etc. etc. Avant la mission de peut-être les faire monter, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, la première chose qu'on me montrait, c'était ça. C'est occupe-toi de tes perceptions, fais-en quelque chose. Mets-toi dedans. C'est comme si ça vient te titiller pour que tu t'y mettes. Voilà ce que j'ai pour toi. C'est Nathalie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on continue notre énumération. Laureline n'hésitera pas à nous interrompre s'il y a des questions qui sont pertinentes à ce moment-là, sinon on les fera à la fin. Plus tard. Mais n'hésitez pas à les écrire tout de suite, parce que si vous attendez trop, des fois, on n'a plus le temps, on ne fait que les premières. Alors, les autres personnes qui sont sur l'astral, oui, on parlait des personnes qui sont là, les êtres qui sont là temporairement, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'humains qui sont toujours vivants. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est vivant qu'on ne peut pas aller sur l'astral, puisqu'on a un corps astral. Donc en fait, ce lieu est tout à fait normal. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, ne serait-ce que par les rêves. Donc tous les rêves ne sont pas des voyages astraux, mais
mais en général, presque toutes les nuits, on se décorpore et on a quand même pas mal d'aventures dans l'astral, qu'on en soit conscient ou non. Donc, il y a des rêves qui sont très typiques de l'astral, notamment tout ce qui est le vol. Voilà, quand on vole, c'est vraiment typique. En général, ça doit vous indiquer que vous étiez vraiment dans l'astral, surtout si vous volez et que vous avez l'impression de visiter différents lieux, par exemple sur Terre, parce que dans l'astral, on se déplace instantanément. Donc, il suffit que vous pensiez à un lieu pour vous y retrouver. Donc, vous pouvez vous déplacer comme ça, comme vous pouvez vous déplacer en volant et aller de lieu en lieu. Alors, souvent, on va être attiré par des lieux qu'on a envie de voir. Si on est en hiver, on a envie de plages ensoleillées. Donc, vous allez vous retrouver sur des endroits comme ça. Ça, c'est typiquement du voyage astral. On peut aussi avoir, bien sûr, dans l'astral, on l'a vu tout à l'heure, des conseils donnés par des personnes bien éclairées, qu'on peut faire donc éveillé, mais on peut le faire aussi endormi. Il y a donc toutes les techniques de projection du corps astral. Voilà, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, qui s'entraînent, et donc on va rencontrer ces expérimentateurs. Quand on va dans l'astral, on peut croiser d'autres personnes qui font des expériences comme ça, des êtres humains. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va du coup avoir donc les personnes qui viennent de décéder, on en a déjà parlé, mais même celles qui suivent leur chemin pour remonter sur le plan de l'entre-deux-vie. À un moment, elles passent par l'astral. Il y a aussi celles qui descendent, qui vont s'incarner, les âmes des enfants, on peut les croiser, mais en général, elles ne s'arrêtent pas du tout. Enfin bon, bref, on peut en croiser. Qu'est-ce qu'il y a des personnes dans le coma aussi que vous pouvez retrouver sur l'astral. Donc ça, c'est intéressant d'aller communiquer, essayer d'aller communiquer avec quelqu'un qui est dans le coma, d'accord, si c'est un de vos proches et que vous voulez l'aider à revenir ou simplement à prendre sa décision. Parce qu'il est un petit peu entre la vie et la mort, vous pouvez aller dans l'astral et lui parler. Si ça vous paraît très très difficile, n'hésitez pas justement à poser des intentions comme ça avant de vous endormir. À dire, tiens, j'aimerais aller retrouver mon ami qui est dans le coma, lui parler, etc. etc. Ou, tiens, j'ai besoin de conseils sur tel ou tel sujet, ou j'ai besoin de comprendre un peu plus comment le monde fonctionne, j'ai besoin de quelqu'un qui a été humain, m'explique. Voilà. Vous pouvez poser ces intentions-là en vous endormant le soir. Si vous êtes un petit peu sujet aux rêves, il y a des chances que vous fassiez des rêves dans ce sens-là. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité de se mettre au service aussi. Avant de vous endormir, vous pouvez demander à aider. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de votre lumière. Les rêves sont très importants, c'est une belle porte d'entrée, c'est au même titre que les perceptions extrasensorielles, l'audition, la vision ou autres. Les rêves sont une belle porte d'entrée, c'est pas moins important. Alors, bien sûr, voilà, on parlait un petit peu de l'astral supérieur. L'astral inférieur aussi est peuplé. Donc, on a vu qu'on pouvait trouver des gens en détresse, tout simplement. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est dans le coma, mais qui est en détresse, qui est paniqué par ce qui se passe. Vous pouvez la trouver là, très bien. Vous pouvez trouver des personnes décédées qui sont apeurées par ce qui se passe. Et puis, vous pouvez aussi trouver des résidents permanents de l'astral inférieur. Donc, on va trouver l'opposé de ce que vous avez dans l'astral supérieur, c'est-à-dire des espèces de faux guides. Des gens qui vont se faire passer pour des guides, mais en fait, le but, c'est... je ne sais pas très bien quel est leur but, d'ailleurs. Mais... En général, c'est pour s'amuser. Ouais. Il y a beaucoup de farceurs. En général, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Visiblement, ils ont fait le tour de là où ils sont et du coup, ils se disent, tiens, pourquoi pas... jouer des tours à ce petit humain qui a fait une petite sortie hors du corps, pas très bien connecté, et hop là, il se manifeste à vous. Même sans sortir hors du corps, simplement avec vos perceptions, on va dire faire appel à demander à un guide de recevoir un message ou je ne sais quoi, et puis si vous n'êtes pas très bien connecté, pas sur la bonne fréquence vibratoire, on verra d'ailleurs tout à l'heure un petit peu comment faire, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui se fait passer pour un guide. Il se dit, tiens, lui il veut communiquer avec un guide, je ne suis pas guide, mais je vais lui dire que je le suis, puis comme ça on va rigoler un peu. Oui, ou alors il va vous donner le nom de votre arrière-grand-mère, pour se faire passer pour elle. Ceux-là, ils sont pas trop méchants. Ce sont les farceurs. Vous savez, vous pouvez, si vous avez fait adolescent, les jeux, là, le Ouija, ou les trucs où on met un doigt sur le verre et le verre bouge tout seul et on connecte les esprits. Enfin, si vous êtes déjà fait peur en faisant ce genre de choses,
ou quelqu'un qui va vous dire je suis Satan, ou, voilà, je ne sais quoi. En tout cas, il va bien rigoler quand vous serez en panique et, et voilà, il aura gagné sa journée grâce à vous. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça existe. Hein. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est guide, qu'il est maître, qu'il a toute la connaissance que forcément il l'a. Oh. C'est pas parce que non plus la personne sait des choses sur vous, c'est des choses. Je veux dire, quand on est dans l'astral, la télépathie, c'est le mode de communication. Donc, la personne que vous rencontrez peut savoir énormément de choses sur vous rien que par télépathie. Et c'est pas parce qu'elle perçoit tout ça qu'elle a forcément la sagesse et la connaissance. Oui, il y a des gens qui se leurrent parfois, hein, on en a rencontré, en fait, qui communiquent. C'est facile de communiquer dans l'astral, et du coup, qui rencontrent un être qui leur dit qu'il est un guide, et du coup, ils se disent, waouh, super, j'ai un guide. En plus, il connaît des trucs, voilà, ce que Tiffany vient d'expliquer. Ben, oui, ils ont une vaste connaissance, vu que la télépathie fonctionne bien, ils connaissent tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se passe chez les autres. Et en fait, il y a des gens qui restent coincés, des humains comme nous, là, qui sont persuadés d'avoir un guide et qui restent coincés avec un charlatan. Un charlatan, voilà, un charlatan de l'astral et qui va leur jouer des tours. Et en fait, Mais il y a même des médiums professionnels qui sont payés pour ça et qui ne sont pas avec des gens extraordinaires, des guides extraordinaires. Ouais, voilà. Et tout simplement parce que vous direz, ah oui, mais là, il m'a dit la vérité, donc c'est qu'il doit être bien. Ben non, c'est juste qu'il a de la connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'il a de la sagesse, quoi. Et surtout que, je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec quelqu'un en tout cas un faux guide, quelqu'un pas forcément de méchant, mais on va dire quelqu'un qui a des émotions très humaines. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de communiquer avec eux, parce que finalement, nous, on est humains et on a des émotions humaines. Donc, il y a une espèce de fréquence qui est facile à avoir pour nous que d'aller sur des plans plus élevés, quoi. Si vous voulez, c'est comme une habitude de fréquence. Ouais, mais là, ce sont des faux guides qu'on va pouvoir connecter, même quand on est de mauvaise humeur, en colère. Il n'y a pas de difficulté. C'est un peu comme parler avec quelqu'un. Alors que quand on veut s'assurer, quand on veut se relier à des guides plus lumineux, là, on est obligé de faire attention à sa fréquence vibratoire. Voilà. Je dirais même que, même sans être en colère, par exemple, quand on parle avec une personne décédée qui n'est pas montée dans la lumière, on va dire elle est vraiment sur une fréquence qui se rapproche très fortement de l'humain. C'est un humain qui a plus de corps, mais ça reste un humain. Et on peut discuter avec elle. Enfin, si vous êtes un peu percevant au niveau auditif, vous allez l'entendre vraiment très fort. Moi, j'appelle ça très fort. Et quand je vais aller sur les plans spirituels, par exemple, ça va être beaucoup plus difficile à capter, ça va être beaucoup plus diffus. Donc, ça peut amener certaines personnes à rester avec des êtres qui sont faciles à entendre. Mais c'est pas parce que la personne est facile à entendre qu'elle a forcément des choses à vous dire intéressantes. Voilà. Mais ça peut. Donc, on verra ça tout à l'heure en conclusion pour vous donner une boussole pour vous retrouver un petit peu dans tout ça quand même. Alors, on finit avec... on a presque fini, en fait. Ça tombe bien, il y a 2-3 il y a plein de questions intéressantes. Alors, ici, il reste quand même donc, les entités d'une manière générale. Alors, entité, c'est un petit peu le mot pour mettre ce qui reste, parce qu'on a du mal, il y a beaucoup de choses, en fait, on a du mal à... C'est un peu un mot fourre-tout. On a du mal à nommer tout ce qu'on peut rencontrer de négatif dans l'astral inférieur. Ouais, entité, nous, on a tendance à mettre tout ce qui a un peu moins de conscience. Voilà. Mais il y a vraiment des gammes. Il y a vous pouvez rencontrer des êtres qui ont quand même une certaine conscience et d'autres choses qui sont vraiment sans conscience, qui sont plus des nuages émotionnels, vous voyez. C'est là où parfois ça devient... Dans l'astral, il y a ce qu'on appelle les formes pensées. Donc, c'est ces émotions, ces vagues d'émotions qui s'agglomèrent dans l'astral et qui peuvent créer des choses aussi bien belles que laides. Et c'est vrai que par moments, ces vagues d'émotions, on peut s'y relier et elles peuvent commencer à avoir un embryon de conscience. Et du coup, ça, on peut le classer dans les entités. Enfin, disons que la distinction n'est pas toujours facile à observer entre quelque chose qui s'est créé et quelque chose qui était là avant. La distinction est parfois compliquée. Mais vous savez, c'est là aussi on va avoir
Certains parlent non pas de coques, de larves là, ou des espèces de limaces, des choses comme ça qui se collent à nos corps. Mais c'est pareil, la distinction n'est pas très nette. Là-dessus, on va pas catégoriser les choses parce que peut-être que ça vient de l'extérieur, mais dans ce que nous, on a pu observer, ça vient bien souvent de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est souvent qu'on observe effectivement des choses qui sont posées sur notre corps émotionnel, mais qui sont générées par nos émotions à nous. C'est-à-dire, vous avez été en colère vous avez ruminé pendant quelques jours, quelques semaines, eh bien, c'est fort probable que vous ayez des petites choses grises qui se baladent sur votre aura. Mais après, il faut savoir que par résonance, si vous restez en colère trop longtemps, ces petites choses grises, elles vont attirer d'autres choses grises qui se baladent dans l'astral et ça va faire un gros truc gris sur vous. Voilà. Vous voyez, pour résumer. Donc, il y a ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des vraies entités méchantes qui vont être souvent utilisées pour tout ce qui est mauvais sort, magie noire, compagnie. Malheureusement, ça existe. Comme je vous disais, l'astral supérieur est magnifique, peuplé d'êtres lumineux, enfin assez beau en tout cas. Et l'astral inférieur est peuplé d'êtres assez sombres et qui sont utilisés par tous les mages noirs et compagnie. Donc, c'est possible aussi. Voilà, vous pouvez aussi en rencontrer. Maintenant, voilà, ce qui est important, et après on va lire toutes les questions parce que faites pas un live pour rien, c'est pour qu'on puisse répondre à vos questions. Mais voilà, ce qui est important, après qu'on vous ait raconté tous ces trucs qui font un peu peur, c'est comment on s'en prémunit. Alors, nous, on en parle très souvent dans nos conférences, mais je crois qu'on n'en parle jamais trop. Ça va être du coup votre fréquence vibratoire qui va déterminer l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous voulez communiquer avec l'invisible, si vous commencez à travailler sur le fait d'ouvrir vos perceptions, ou si naturellement vos perceptions sont bien ouvertes depuis l'enfance et que vous percevez des choses pas très sympas, mettez-vous dans une fréquence magnifique qui fait que vous ne rencontrerez que des belles présences. Alors, fréquence vibratoire, du coup, ça va être votre état émotionnel. Oui, parce que là, on est dans l'astral. Et de toute façon, les mauvaises rencontres se font dans l'astral. Quand vous allez plus haut sur les plans spirituels, il n'y a plus de mauvaises rencontres. Il y a deux choses importantes. C'est donc votre fréquence vibratoire, votre état émotionnel. Donc, si vous êtes dans des pensées, des émotions élevées, d'amour, de gratitude, de bienveillance, de compassion, vous allez être en relation avec des énergies de même fréquence. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est si vous explorez l'invisible de manière plus systématique, si vous voulez monter sur d'autres plans, ça va être votre état d'expansion de conscience. Voilà. C'est-à-dire il faut à la fois avoir un état vibratoire beau, donc un état émotionnel beau et élevé. Ça va vous aider aussi bien dans l'astral que dans votre vie quotidienne. Et puis sur tous les autres plans aussi. Mais après, si vous voulez naviguer sur différents plans, là, ça va être plus joué avec les états modifiés de conscience. Donc, pour rester simple, puisque ce soir, on est sur l'astral, mettez-vous dans une belle émotion que vous arrivez à maintenir facilement. Pour certains, c'est l'amour, pour d'autres, c'est la joie, pour d'autres, c'est l'enthousiasme ou la sérénité. Et à partir du moment où vous êtes dans cet état émotionnel et que vous arrivez à le maintenir suffisamment longtemps, eh bien, vous pouvez tenter toutes sortes d'expériences avec l'astral, communiquer avec des présences dans l'astral, recevoir des informations de l'astral. Voilà, vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes bien comme ça. Et de même, quand vous allez vous coucher, si vous êtes un peu sujet aux rêves ou aux cauchemars, mettez-vous dans ce genre d'émotions pour faire de beaux rêves. Alors, ça ne veut pas dire que forcément vous ferez des beaux rêves. Des fois, on a besoin de faire certains rêves plus angoissants ou plus perturbés pour comprendre, se débarrasser d'émotions ou comprendre des choses ou recevoir même des initiations de l'autre côté. Donc, vous ne dites pas forcément si c'est négatif, c'est pas bon, mais quand même, globalement, vous allez aller sur des rêves qui vous amèneront à des choses positives. D'accord? Donc, tous ceux qui sont sujets aux rêves, pensez bien à ça. Je dis ça notamment pour les enfants. Si vous avez des enfants, et les enfants sont assez souvent très sensibles aux rêves, et s'ils ont peur de s'endormir le soir, etc., ils risquent de mal dormir, de faire des cauchemars. Donc, pensez à vraiment les mettre dans une belle fréquence. C'est pour ça qu'il y a les fameuses histoires qu'on lit le soir aux enfants, etc., le petit câlin du soir, et tout ça. Donc, c'est très important. Pour avoir une belle nuit. Oui, c'est pas quelque chose de superflu. Si ça a été mis en place, c'est pour une bonne raison. Il ne faut pas s'arrêter au chapitre où il y a le méchant. Où le gentil s'est fait transformer en crapaud, qu'il est au désespoir et qu'il n'a plus rien à manger.
Non, Arrêtez-vous au bon il chapitre. faut aller jusqu'au bout de l'histoire, là. Sinon... Voilà, en gros, je pense qu'on a bien dépeint une bonne partie de ce qui se trouve sur l'astral, en tout cas au niveau, un petit peu le fonctionnement, et puis surtout la population de l'astral. Ouais. Donc, on va commencer un peu à répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu. Ouais. Alors... Donc, il y a Odile qui nous demande, peut-on penser que c'est un appel à l'aide pour monter ou donner un message lorsque je fais tomber des trucs ou casser, ou si je suis maladroite? Alors, effectivement, ça peut parfois attirer ton attention. En tout cas, c'est clairement pour attirer ton attention, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour... Pour délivrer des messages. Non. C'est plus sur ton état d'être. Alors, sache que quand on est un peu décalé dans son corps aussi, on n'en a pas parlé là, mais tu vois, donc on a parlé de différents corps. Il suffit que, par exemple, notamment, si tu fais beaucoup de voyages astro et que le matin, tu te réveilles, tu as mal réatterri dans ton corps, entre guillemets, tu es un petit peu décalé. Enfin, tu peux même être pas mal décalé, facilement d'1 mètre ou 2, tu vois. Ça veut dire que ton corps astral et ton corps physique ne sont pas alignés. Et dans ce cas-là, on commence à devenir très maladroit, à faire tomber beaucoup de choses, parce que c'est comme si on avait se cogner. Ouais, ou à se cogner. On commence à avoir du mal à habiter notre corps. Et puis souvent, on n'est pas très bien. On a souvent mal à la tête, ou la tête dans le brouillard, où on n'arrive pas à réfléchir, ou on est très fatigué. Voilà, ça, et ça arrive très, très facilement, ce genre de choses. Surtout si vous êtes un petit peu sujet aux rêves, aux sorties hors du corps. Donc, si vous nous écoutez, probablement que vous êtes sujet un peu à tout ça. Donc, méfiez-vous quand vous voyez que c'est à répétition dans la même journée. Dites-vous, oh là là, je dois être décalé. Et essayez de recaler vos corps. Alors, ce n'est pas toujours simple. Des fois, le mieux, c'est de faire une petite sieste. C'est assez radical. Et puis, quand on se réveille, c'est à nouveau tout bien recalé, parce qu'on est bien descendu. Sinon, si vous êtes un petit peu plus un peu plus dans des pratiques énergétiques, vous savez peut-être le faire par vous-même. Moi, ce que je fais souvent, parce que ça m'arrive souvent d'être décalé, j'imagine simplement mon corps, un axe sur le centre de mon corps physique, et j'essaye de prendre conscience de où est mon corps mon corps astral, et corps astral et corps éthérique, corps astral, et je cherche son centre. Alors moi, je sais, à chaque fois que je suis décalée, c'est vers la droite. Alors hop, je dis, j'imagine que ces deux verticales se réalignent. Voilà, ça, c'est ce que moi, je fais. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres techniques. Souvent, les énergéticiens travaillent beaucoup sur le recalage de corps, et c'est un peu comme s'ils prenaient le corps et puis hop, ils le remettent en place. Des fois, simplement poser l'intention d'être bien recalé, ça suffit. Ouais, moi, je travaillais autrement. C'est comme si je me projetais face à moi, comme en miroir, et j'utilise ou le bout de mon nez ou alors mes 2 doigts, comme ça, pour faire un lemniscate, donc un 8, autour de moi, voilà, devant et derrière. Et en général, je sens mon corps qui se remet à la bonne... C'est une autre méthode. Voilà, le résultat est le même. Donc, la première chose, c'est de voir si tu n'es pas décalé quand tu commences à te cogner partout ou à faire tomber des choses. Après, on va regarder quand même un peu spécifiquement pour toi. Oui, en l'occurrence, pour toi, moi, j'ai vraiment le fait d'agir avec beaucoup de douceur et d'efficacité en même temps. C'est-à-dire que souvent, soit on est dans l'action rapide, brusque, soit on est dans la détente, je suis bien, tout va bien, on fait tout à 2 à l'heure. Et il y a un équilibre à trouver. On peut très bien être très efficace en étant parfaitement détendu. En fait, quand je me cale sur ce qui t'arrive, eh bien, c'est cette information-là. À chaque fois que ça t'arrive, c'est « Ah oui, ok, je dois être efficace, mais avec beaucoup de détente, de sérénité. » tu vois, c'est pas évident d'allier les deux. Moi, j'ai eu une information assez similaire. C'est comme si comment habiter, comment travailler dans la matière, voilà, faire mes trucs quotidiens, et en même temps être aligné avec ma part spirituelle. Ça s'appelle là-dessus, en fait, ton histoire. Là. Bon, tu vois, ça se recoupe. C'est très, je crois qu'on dit de manière différente la même chose. Ou dans un truc un peu de rêve et un peu même plombant de ralentissement et de faire quand il faut. Et du coup, je crois que entre l'accélérateur et le truc qui ralentit, il doit y avoir un truc qui se passe. Oui, c'est ça. C'est comme s'il fallait maintenant que tu essayes de faire marcher les deux. Te dire, par exemple, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Comment je vais me laisser guider par mon être le plus spirituel, celui qui est connecté, pour faire tout ça de manière efficace, tu vois. Essaye de trouver des choses comme ça. Ça va t'entraîner à travailler autrement, à faire des choses autrement. Ouais, allier l'efficacité à la spiritualité, c'est super ça. Je pense que c'est le souci.
le souci sur plein de trucs. Bon, Essaye super, de merci faire beaucoup. ça. Tu vas développer du coup un truc intermédiaire. C'est comme s'il te manquait une fréquence intermédiaire que tu n'es pas habitué à utiliser. Donc, tu arrives à aller sur des choses très spirituelles, très belles, et à travailler dans la matière, à avoir un boulot, gérer ton quotidien. Mais il manque une petite fréquence entre les deux, si tu veux, que tu dois développer, qui n'est pas vraiment habité encore, comme si tu n'étais pas habitué à l'utiliser. Et en te posant ce genre de questions un peu inhabituelles, comment, voilà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, eh bien, tu vas petit à petit muscler cet endroit, si j'ose dire, tu vois, habiter cette fréquence. Plus souvent et donc le rentrer dedans, quoi. Enfin, Oui, exactement. c'est ça. Ouais. Mais t'inquiète pas, beaucoup de gens, la plupart des gens sont comme toi. Hein. Même nous, on est obligé de travailler là-dessus régulièrement. Ouais. Ok. C'est rassurant. Merci. Avec plaisir. Il y a Christelle qui nous dit « J'adore regarder, entendre les témoignages de personnes qui ont vécu une NDE. Pour moi, c'est réel, ce monde-là. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'en suis autant attirée par ces expériences. » Alors, je vous invite à venir sur nos prochaines... on fait des rendez-vous avec les guides. Ça s'appelle comme ça. C'est des petits rendez-vous bimensuels, c'est ça? Non, mensuels, une fois par mois, où vraiment on essaye de répondre à des questions personnelles. Les comme ça. deuxièmes jeudis du mois. Voilà. Là, on va être un petit peu plus... on va essayer de faire quelque chose qui rebondit plus sur le groupe dans ton histoire. C'était quoi d'ailleurs? Je me suis à force de parler. Pourquoi être autant attiré par les NDE? Par les histoires de NDE. C'est une envie de retourner sur les plans spirituels, tout simplement. Ça te rappelle ce que tu connais. Alors, c'est pas parce que tu as déjà fait une NDE, c'est pas ça, mais tu connais le chemin, tu l'as déjà vécu. Et c'est vrai que forcément, les histoires de NDE, ça nous ramène au royaume de l'entre-deux-vies et à cet univers dans lequel on se sentait si bien. Si tu veux, c'est comme si tu n'avais pas envie de quitter cet endroit et quelque part, tu essayes d'y retourner en lisant ces histoires. Donc, il n'y a pas de mal, hein, mais je dirais au contraire, vas-y à fond, lance-toi dans ce qui spirituellement te fait du bien, te permet de reconnecter ces fréquences-là. En tout cas, ce qui t'appelle, c'est un lieu de grandeur et de bien-être. Et du coup, ce que vient de te dire Tiffaine, c'est très bien. Voilà. Va explorer, nourris-t'en et vis avec ça ta vie terrestre. Ok, alors on va essayer de ne pas répondre à des choses trop personnelles ce soir quand même, mais bon, écoute, des fois c'est bien, voilà. Alors, Claire qui nous dit « et Alzheimer ». Ça, je pense que c'était quand on parlait des personnes dans le coma, où on disait aux personnes qu'on pouvait communiquer avec eux via le plan astral. Effectivement, on en a déjà parlé dans d'autres conférences. Alzheimer, si tu veux, c'est comme s'il était sur une fréquence qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Donc, l'Alzheimer est en état modifié de conscience constamment. Donc, si tu veux lui parler, tu te mets toi-même en état modifié de conscience, tu demandes à aller sur sa fréquence et tu vas voir qu'il va t'entendre beaucoup mieux. Mais il n'est pas forcément sur l'astral. Non, il peut être beaucoup plus haut, notamment. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, parce que la personne qui a Alzheimer peut être sur le mental, supramental. Enfin voilà, il y a quand même, elle a un bon pied, elle fait le grand écart entre terre et ciel. La personne qui a Alzheimer a souvent dans une fuite de la réalité et peut avoir aussi souvent cette envie de rejoindre ces endroits-là, mais en même temps, elle veut rester sur Terre, donc elle est dans une espèce d'entre-deux, et il faut trouver où elle se trouve pour lui... retrouver sa fréquence pour pouvoir lui parler et être entendue par elle. Hein. Il y a Isa qui nous dit « Lorsqu'on a la sensation de dormir éveillé, est-ce parce que l'on va dans l'astral ?» De dormir éveillé, c'est-à-dire de dormir, mais j'ai l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Ouais. Pas forcément. Dormir éveillé, ah oui, moi je pensais quand tu conduis en mode automatique, au bout d'un moment tu dis tiens, mais j'ai déjà fait 20 km. Moi je croyais que tu disais, que tu disais quand on dort et qu'on a l'impression qu'on n'a pas dormi de la nuit, mais alors on ne sait pas très bien comment te répondre. Tape-nous un petit truc et puis on regardera tout à l'heure pour préciser ta pensée. Okay. Alors, il y a Eric qui nous dit « Le poème La Divine Comédie de Dante décrit très bien l'astral inférieur. » Oui, il décrit très bien, d'ailleurs, pas que l'astral inférieur, aussi le purgatoire, et puis, voilà, il décrit la transition de l'âme, en fait, d'une certaine manière.
Stéphanie qui nous dit pas assez ancré. Alors là, je ne sais pas à quoi ça faisait référence. Je me souviens plus non plus. Peut-être un commentaire par rapport à l'envie d'aller explorer connaître les expériences des gens qui ont fait des NDE, aller explorer. C'est une autre personne qui a écrit ça. Mais, oui, en tout cas, on en parle régulièrement. Parfois, notre ancrage, on le trouve dans le ciel. Hein. C'est presque tout le temps. Les gens qui ne sont pas assez ancrés, c'est qu'ils recherchent très souvent quelque chose qu'ils ont perdu en s'incarnant, et en fait, il vaut mieux y retourner consciemment, c'est-à-dire vraiment prendre du temps pour rentrer dans les états modifiés de conscience et percevoir ce monde-là et s'y baigner alors qu'on est encore dans un corps physique sur Terre, pour enfin s'ancrer et passer, pas à autre chose, mais... en tout cas, s'ancrer. On ne peut pas s'ancrer si on regrette ce qu'on a quitté. Voilà. Donc, vas-y à fond. Vas-y à fond. Accorde-toi de ne pas être ancré, mais à fond, pas à moitié, sois pas entre deux. Si tu fais entre deux, ça peut durer des années, des années. Vas-y à fond, tu te dis, tiens, je vais y retourner, teste les voyageurs du corps, teste les états modifiés de conscience, teste la méditation, trouve ce qui te convient, et vas-y, pratique-le tous les jours. Vas-y, à un moment, ton être, il va être nourri par ça, et il va se dire, ah, ça y est, je sais que je peux y aller quand je veux, je peux m'ancrer. Et il va lâcher un petit peu, c'est un peu comme s'il il se tenait à la corde, tu vois, de là-haut, il disait, non, je veux pas lâcher, je veux pas devenir un humain et perdre tout ce qu'il y a là-haut. Et une fois qu'il sait qu'il va pas le perdre, alors qu'il a un corps physique, il peut s'ancrer. Voilà, donc c'est vraiment 90% des cas. Ouais. Alors, on lit laquelle là Igor, ouais. Comment peut-on faire pour exprimer des émotions que l'on n'arrive pas à externaliser ? Sur le plan de l'émotion. Alors là, tu nous poses la colère pour moi. Là, on n'est pas dans la soirée thérapeutique, donc je ne sais pas si on va te répondre. Non, mais là, on va rentrer dans des trucs trop thérapeutiques. Alors c'est pas la bonne question pour ce soir. Hein. Non, parce que là, pour le coup, il y a vraiment une problématique personnelle, tu vois, dans le droit d'exprimer certaines choses ou de ne pas le faire, c'est clairement lié à l'éducation. Donc, ça, ce sont des choses à résoudre. Hein, mais on ne va pas donner la réponse. Prends rendez-vous avec un thérapeute si tu ne sais pas comment faire, d'accord ? Il y en a des biens. Alors, dormir, mais avoir l'impression de ne pas... Ah, d'accord. C'est dormir en ayant l'impression de ne pas dormir. Comme si tu étais réveillé. Ok, je sais que j'ai dormi juste parce que j'ai rêvé. Ah. Non, pour moi, c'est rare. Enfin, ça m'arrive des fois de ce genre de choses et j'apparaîtrai. Je ne dirais pas du tout que c'est du voyage astral, ça, pour moi. Je trouve qu'au contraire, dans ces cas-là, on n'a pas un sommeil très réparateur et des rêves de très bonne qualité. Par contre, si tu me parles du rêve lucide qui est autre chose, c'est-à-dire je me réveille dans mon rêve, c'est-à-dire je suis en train de rêver et tout d'un coup, je prends conscience que je suis en train de rêver et je peux changer mon rêve, alors là, oui, je te dis, ça, c'est du voyage astral, complètement. Donc, si j'ai bien compris l'essence de ta question, je dirais non, mais si j'ai mal compris, voilà, tu as l'autre option. Ok, on a fait le tour des questions ? Ouais. Eh bien, formidable. Écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? Rien. En plus, ça tombe bien, ça fait une petite heure. C'était ce qu'on voulait faire. Ouais. Du coup, on refera sûrement quelque chose sur les êtres de la nature. Ah oui, dites-nous quand même si ça vous intéresse ou pas, les êtres de la nature, qu'on sache si on programme ça pour la prochaine fois. Alors, on a eu une réponse oui, tout à l'heure. Ouais, on a eu 2-3 personnes qui nous ont dit oui, que ça les intéressait, même un peu plus, il me semble. Alors, attends, c'est quoi ? Est-ce que rêver que l'on est réveillé, mais que l'on dort quand même, on est dans l'astral ? Alors, est-ce que rêver que l'on... Donc, je rêve que je suis réveillée, mais je dors... oui, assez souvent. Oui. C'est assez souvent le cas, oui. C'est bien, hein. Si vous avez Vous savez, on est tous doués pour une chose ou une autre. Hein. Eh bien, si vous êtes doué pour vous réveiller dans vos rêves, c'est génial. Hein. C'est une source d'apprentissage incroyable. Hein. Il suffit que vous en preniez conscience et vous mettez bien dans le cœur et vous faites la demande. Au début, vous pouvez aller vous balader, mais si vous souhaitez recevoir des enseignements, c'est super. Hein. Alors après, on appelle ça des rêves lucides. Hein. Ce qui est compliqué avec les rêves lucides, c'est que les premières choses qu'on a envie de faire sont dirigées par
par quelque chose de très fortement émotionnel. Donc, en général, on va faire quelque chose de très plaisant pour l'émotionnel. Et on va rarement se dire, tiens, je vais aller demander à Bouddha comment il a fait. Non, non, non. Donc, en général, vous allez faire des trucs. On va construire un château. Ouais, après, ça peut être très sexuel aussi, parce que comment dire, la pulsion sexuelle est très forte. Donc, vous pouvez vous retrouver à avoir un orgasme alors que vous auriez pu demander des conseils à Gandhi. Voilà. Et du coup, ça demande un peu une maîtrise de son émotionnel pour passer au niveau d'après. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. Non, c'est vrai. Non, mais il faut dire un chat un chat. Hein. Bah oui, c'est ça. Fait. Ou alors, par exemple, vous allez chercher des sensations comme voler, et c'est super aussi. Donc, je vous dis pas de pas le faire. Hein. J'ai dit juste qu'il y a un autre niveau derrière et que c'est pas toujours facile de pas s'arrêter au premier, d'accord? Donc, allez, quand vous avez souvent des rêves lucides, allez-y, profitez-en. Et puis, à un moment, dites-vous, tiens, qu'est-ce que je pourrais apprendre grâce à ce rêve lucide? Pour l'instant, Guillaume, il prend son petit-déj. Ah non, mais là, c'est autre chose. Non, non, si tu rêves que tu prends ton petit déjeuner, il faut peut-être que tu arrêtes le régime, là. Hein. Ah oui, c'est vrai, je me souviens d'une période où j'étais au régime, j'arrêtais pas de rêver que je mangeais des gâteaux la nuit. Tu as dit, j'ai pas maigri beaucoup, alors peut-être que les calories comptent aussi la nuit, je sais pas. Bon, bah écoutez, sur cette note d'humour, je crois qu'on va se laisser. Et bah écoutez, merci pour tous vos messages de remerciements qu'on est en train de lire. Oui, on ne partage pas toujours, mais merci. Ça fait très plaisir. Merci à vous pour votre présence et puis pour vos questions, pour votre interaction. Ça nous motive à continuer et puis on vous souhaite déjà un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé et puis de passer un très très beau réveillon demain. Voilà, on espère que 2022 va nous apporter des surprises, mais belles. Oui, et puis... Après, là on est dans la période des nuits les plus longues, hein, donc si vous vous sentez un peu dans une période de bilan, c'est normal. Ça incite au bilan, à l'introspection, voilà, et la construction viendra au printemps 2022. Je voulais faire un petit point pour les gens c'est pas votre cas là, mais il y a des gens qui vont regarder la vidéo après en replay et qui ne savent pas forcément comment faire pour participer au live. Donc, c'est sur Facebook qu'on met le lien pour s'inscrire. Sur la newsletter, donc allez sur le site internet, vous allez avoir accès aux événements, à la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez aussi Facebook, Énergie Soins Perception, la page officielle de notre groupe sur Facebook, où vous allez avoir le lien, c'est un lien With Event, c'est gratuit, donc ne vous en faites pas si vous arrivez sur une page payante, vous n'allez rien payer, c'est 0 €. Et allez jusqu'au bout, parce que en fait, dans le cours... C'est-à-dire que c'est payant, mais que c'est payant 0 €. Voilà. C'est simplement pour pouvoir retenir l'inscription, pour que le lien ne soit pas piraté comme ça nous est déjà arrivé. Voilà, c'est tout. Du coup, vous allez recevoir un mail avec l'accès, le code pour le lien Zoom. Et il y a aussi sur YouTube. Voilà. Et on va sûrement mettre l'adresse du site sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, de très belles fêtes à vous. Passez de très belles fêtes, ouais, profitez bien de vos amis, de vos proches. Voilà. On vous embrasse et bon appétit, bonne soirée et à très très vite. Au revoir. À bientôt.